côté, on va s'intéresser à la croissance française. On va faire un petit peu de conjoncture parce que quand même, depuis la rentrée, on n'arrête pas de dire que l'instabilité politique va nous plomber la croissance. C'était le gros thème de la REF du MEDEF fin août. Et finalement, on voit que ces indicateurs sont pas si mauvais que ça. En réalité, l'INSEE a publié le climat des affaires pour le mois d'octobre, et l'enquête a été menée en plein marasme politique avec la démission de Sébastien Lecornu, puis son rétablissement. Bref, en pleine instabilité. Bon, le climat des affaires, il a progressé. Alors, c'est un petit point. Voilà, 97, on reste sous la moyenne historique, qui est à 100. Vous savez que au-dessus de 100, c'est que le climat est plutôt bon. En dessous, c'est pas terrible, mais ça se redresse, Ludovic. Donc, est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur, vous, les journalistes comment ça méchants journalistes économiques. Finalement, l'économie tient bon. Les chefs d'entreprise tiennent bon malgré la tempête. Je vais raconter autrement. Cette lecture, moi, je la trouve rageante. Ah, voilà, carrément. Voilà, un moment de colère de Ludovic de Sauté. Non, pourquoi je la trouve rageante? Parce que ça signifie que si on ne vivait pas ce qu'on est en train de vivre, c'est la première partie de l'émission, son budget et tout ça, l'économie irait pas mal. En fait. Non, mais c'est vrai. Non, exactement. Et que probablement si Trump avait fait un peu moins le foufou et si il n'y avait pas l'Ukraine plus quelques autres paramètres, l'économie irait probablement très bien. Donc ça, c'est la chance qu'on a, c'est-à-dire que finalement il y a un moteur, un diesel qui tourne pas mal derrière. Maintenant, oui, ça résiste, mais après avec des chiffres très contradictoires. Encore ce matin, le moral des ménages progresse, mais tout ce qui est, on va dire, distribution, activité du secteur privé recule. Oui, ça dépend beaucoup des secteurs. Donc ça dépend des secteurs et tout ça, avec quand même deux lectures un peu plus fines qui est important d'avoir. D'abord, oui, ça résiste. On va dire ça résiste. On va finir quoi? La croissance va finir à 0,7 cette année, mais sur la 0,8, ça a été relevé un peu. Voilà. Mais on sait qu'il nous manque. C'est pas booming, on est d'accord. On sait qu'on a perdu 0,3, 0,4 avec l'instabilité politique. Et rebolote probablement l'année prochaine, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, on verra, lapsus révélateur. Mais au-delà de ça, sur cette situation, attention, parce qu'il y a des écarts énormes quand on regarde. Je prends l'industrie, par exemple. Oui, ça va très bien dans l'aéronautique. Airbus a un carnet de commandes plein à tel point que leur problème numéro 1, c'est un problème de supply chain. C'est-à-dire, en gros, comment j'arrive à produire. Donc, ce qui est un luxe inouï, mais qui commence aussi à poser des questions. À l'inverse, il y a des secteurs où ça va pas du tout. Le bâtiment, ça ne va pas. Je regarde Sophie en même temps. On va pouvoir en parler avec Sophie Sidovica. Il y a ceux qui s'en sortent. Alors, ça tombe bien, on a un poids lourd, c'est Airbus, donc quand il s'en sort, on le sent bien dans l'économie. Mais il y a des secteurs sur lesquels c'est lourdement à l'arrêt et sur lesquels, quand on regarde sur des séquences beaucoup plus longues, tous ces indicateurs, quand même, sont en dessous de la moyenne longue. Et donc, on est un peu en train de rater ce qui aurait pu être une belle vague de croissance si on avait eu un pays un peu probablement. Enfin, en tout cas, je le crois. Sophie Sidovica, donnez-nous l'expérience très concrète de la chef d'entreprise. Vous êtes dans le secteur, la cimenterie, c'est le bâtiment, c'est la construction. Comment ça va? Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que tant que le logement sera à l'arrêt, tant ça marchera pas. Quand le bâtiment va, tout va. Moi, j'aime bien cette phrase parce que c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un dans l'entreprise, un jeune, il a besoin de se loger et il ne trouve pas à se loger. On construit pas assez de logements sociaux, c'est clair. Mais là, on est arrivé vraiment à un point qui fait que les entreprises déposent le bilan. C'est catastrophique. L'économie du bâtiment est complètement à l'arrêt en France et c'est difficile. Alors, pas dans tous les secteurs. Travaux publics, ça marche plutôt pas mal. Mais logement, il n'y a plus rien. On s'est rendu compte qu'avec ce calendrier de rénovation énergétique des classes, finalement, on n'arrive plus à louer un certain nombre de logements. Mais vous parlez du DPE, du diagnostic, le diagnostic. Alors, on va revenir en arrière. Maintenant, quand on aura des chauffages électriques, on pourra repasser enfin dans je ne sais plus quelle classe là, pour pouvoir relouer. Mais on est allé trop vite. Là encore une fois, on a mis les... J'ai bien aimé, Ludovic, tout à l'heure, vous avez dit, mon moteur diesel, il marche bien. Ah là, ça m'a fait plaisir. Parce que on a parlé cette semaine, cette semaine de Renault qui allait relancer des gammes de voitures thermiques. Et puis 2 jours après, on nous dit, ah bah non, ça ne va pas pouvoir marcher, les politiques vont les bloquer. C'est pas... Mais
quand est-ce qu'on va donner à l'entreprise le choix de pouvoir se relancer et de faire comme les Allemands, de faire comme les autres pays? Nous, on est bloqués en France, on est toujours les premiers de la classe à pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est là le problème. Mais il y a des raisons derrière, Sophie Sidovica. C'est cette interdiction à partir de 2035 de produire des véhicules thermiques où effectivement Paris a engagé un bras de fer avec Berlin. Berlin veut sauver son industrie automobile. Mais il y a des raisons environnementales derrière. Ça, c'était des règles qu'on avait lancées avant la guerre avec l'Ukraine, avant la Covid. On n'est plus dans le même monde aujourd'hui. On est dans un monde qui est difficile. Certes, on a besoin tous d'années de l'argent, mais est-ce qu'on doit continuer à faire un tapis rouge aux Chinois? Est-ce qu'on doit continuer à faire que de l'électrique pour reprendre toutes leurs batteries? Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut faire attention à notre économie et pas tout mettre KO et tout mettre à plat. Le réchauffement climatique, c'est évidemment indispensable, il faut faire des choses, il faut faire des choix, c'est clair, mais alors où on injecte plus d'argent dans l'économie française pour y arriver, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et donc on va ralentir ce procédé, et il faut qu'on continue. Et puis dans les voitures thermiques, je suis désolée, aujourd'hui les nouvelles voitures thermiques qui sortent, elles sont aussi très décarbonées. Les camions thermiques qui sortent, les Euro 6, les Euro 7+, ils sont 50% plus décarbonés que ceux qu'on avait il y a 2 ans. Donc ne cassons pas 50% plus décarbonés que ceux qu'on avait 2 ans uniquement. Allez, il y a 5 ans exactement. Il y a 5 ans. Donc, ne coupons pas le thermique aussi rapidement. Laissons encore le choix. Et puis, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on n'est plus capable de se développer, d'investir, de se moderniser. Il ne faut pas aller trop vite dans ces mesures. Nathalie Janson. Oui, moi, le secteur automobile, ça m'a toujours fait penser. Je pense que la France rêve d'être comme la Chine, dans une certaine mesure, en disant je vais faire de façon autoritaire. Allez, j'élimine les voitures thermiques, je fais que de l'électrique. Et mes usines, elles sont comme ça. Je leur dis. Tout comme on a dit à une époque qu'il fallait que du diesel, que c'était formidable avant de détruire la filière. Il n'y a pas le plénum, il n'y a pas le Parti communiste en France, donc en fait, on ne fait pas ça. Donc on fait autrement. On dit tu dois faire comme si, tu vas réduire, tu vas mettre cette norme. Parce qu'en réalité, et ça a été très bien dit par Sophie, en fait, les voitures, elles n'ont pas arrêté d'être de plus en plus écologiques avec le temps. Donc, et de se dire que c'est que l'électrique qui sera demain, en plus, c'est un pari audacieux. On le sait très bien. On n'en sait rien si ce sera vraiment le véhicule électrique, puisque lui aussi n'est pas non plus pas du tout polluant. Donc pourquoi et puis ce qu'on voit, c'est que le marché stagne. Exactement. Et clairement, on est à 20% en France, et on bouge plus. Exactement. Donc pourquoi ne pas avoir laissé les constructeurs automobiles continuer à investiguer différentes solutions et voir ce qui va marcher à l'avenir. C'est pas l'État qui connaît la solution et les solutions. D'ailleurs, elle n'est pas obligée d'être unique, cette solution. En plus, c'est ça qui est hallucinant. Comme s'il fallait une solution au problème de la voiture. Il y en aura peut-être des multiples. Et c'est en cela que je trouve que c'est désagréable parce que ça donne un corset à le secteur automobile est encorseté, alors qu'en fait, il pourrait lancer des tentatives de réponse et il ne peut pas. Puis ça permet à la Chine de développer 400 marques d'entreprises différentes et nous d'être complètement à l'arrêt et morts dans ces secteurs-là. On va revenir à la conjoncture avec vous, Nathalie Janson, tout à l'heure, mais ce débat sur l'automobile est extrêmement intéressant, je trouve. Il y a quand même un nombre de faillites de sous-traitants automobiles qui est absolument alarmant aujourd'hui en France. On se demande un peu comment cette industrie va tenir en Europe. Il y a eu un rapport, une commission sénatoriale la semaine dernière qui parlait d'un risque de crash industriel. Je crois que c'est vraiment les mots qui étaient dit. Stellantis, Poissy est à l'arrêt là en chômage technique, 15 jours et peut-être prolongé. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui vont. Après, j'entends l'effet, on va dire, du calendrier contraint imposé par l'Europe sur l'objectif 2035 et tout ça. J'allais dire quand même, mais il y a eu aussi des erreurs industrielles. C'est-à-dire parce qu'il y a eu Ampère chez Renault qui a été normalement le virage électrique et qui a plutôt été honnêtement une bérésina. En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne peut plus parler. Puis après, il y a une difficulté qu'on va croiser et que l'Europe, c'est pas que la France, va croiser massivement sur beaucoup de dossiers et sur lesquels ça va nous renvoyer sur la logique d'innovation. C'est que dans beaucoup de domaines, on est en période de rupture technologique. On ne le mesure pas. Et en période de rupture technologique, il y a souvent malheureusement un avantage à celui qui a la feuille blanche. C'est une réalité. C'est-à-dire que la Chine avait la feuille blanche sur l'industrie automobile. C'est-à-dire, ils n'ont pas cherché à nous concurrencer sur le thermique. Ils ont joué le coup d'après. Donc là où nous on prend le virage. Et là, je termine, Sophie. La difficulté qu'on a, c'est la difficulté. Vous savez, c'est comme quand on passe d'une branche à une autre. C'est-à-dire, c'est très très compliqué. Ces virages industriels sont très complexes.
et ces ruptures technologiques, aujourd'hui, elles sont très mal pilotées en Europe. Bon, parce que pourquoi on n'a pas une culture de l'innovation qui est suffisante. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas assez d'investissement pour accompagner ces innovations. C'est évident. C'est-à-dire qu'il y a des filières. Tesla n'est pas chinois et Tesla n'est pas apparu en Europe aussi. C'est-à-dire que c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'en Europe aujourd'hui, il n'y a pas, alors que c'est le berceau mondial de l'automobile, c'est l'endroit où l'automobile est né, a été inventé, il y a un niveau de savoir-faire sur la motorisation. Oui, des groupes comme Bolloré ont commencé avant tout le monde sur l'électrique. Il n'y a pas un acteur qui a pris pied dans la génération suivante sur l'automobile. Alors, il y a des contraintes et tout ça, mais il y a aussi des paquebots industriels qui ont fait des erreurs. Et Volkswagen est l'exemple type. Là, je ne peux pas ne pas réagir. Quand on voit que l'innovation en Chine, elle est payée à 100% par l'État chinois, sans limite de crédit. Moi, je le vois même dans mon secteur à moi de la cimenterie, des cimentiers. Aujourd'hui, on a un cimentier chinois avec des subventions chinoises de l'État qui ils sont capables donc de récupérer leur CO2 qui sort de leur cheminée pour le transformer et faire des e-méthanol ou des e-SAF pour alimenter les avions. C'est un projet qu'on a lancé, moi, dans mon entreprise, il y a maintenant 7 ans. On attend les crédits de l'Europe pour pouvoir le faire, on les a toujours pas. Ça fait 7 ans qu'on attend. Donc voilà. Donc c'est la bureaucratie qui pèse énormément aussi sur l'innovation. En 3 mois, ils ont eu les crédits de l'État. BYD, c'est pareil. Tout le financement et toute l'innovation est payée par l'État chinois. Et nombre de nos entreprises françaises aujourd'hui qui touchent le CIR en Chine pour pouvoir se développer et aller plus vite. Moi, je vous garantis qu'en France, dans mes laboratoires de recherche à l'île d'Abo, on a une trentaine de chercheurs qui cherchent tous les jours. On irait beaucoup plus vite si on avait plus de CIR, évidemment. Mais aujourd'hui, on nous dit, non, le CIR, on va le supprimer, on va le diminuer. C'est la première des niches fiscales en France, quand même. On est à près de 8 milliards d'euros désormais. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent non plus. On nous coupe si, pas assez pour l'innovation. Parce que les chercheurs français, ils partent à l'étranger pour inventer dans d'autres pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils partent en Chine pour se développer. La Chine, aujourd'hui, est en train de renflouer les caisses des entreprises françaises qui sont en difficulté. Regardez Michelin, aujourd'hui, en France. Ils sont en négatif et ils se renflouent grâce à leur filière étrangère. Parce que c'est normal. C'est aussi ce que dit Philippe Aghion. L'innovation. Oui, de toute façon, il n'y a pas de message du Nobel d'économie. Soit on a le modèle chinois hyper centralisé, auquel moi je donne peu de crédit. Enfin, je ne pense pas qu'on aille très loin avec ce modèle-là. Et puis sinon, vous êtes dans le modèle américain où vous avez un vrai marché de financement de l'innovation qu'on n'a pas, puisque nous n'avons pas ce fameux marché des capitaux. Il n'y a pas de DARPA, il n'y a pas. Et ce que vous dites sur l'automobile, c'est vrai aussi évidemment dans la tech. Plein d'autres secteurs, bien sûr. Yahoo était numéro 1, puis remplacé par Google. Et aujourd'hui, c'est OpenAI qui va le remplacer dans le search, peut-être. En tout cas, qu'il le concurrence très fort. Que des Américains. Oui, non, mais il faut pas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans une période où, j'allais dire, en tant que consommateur, citoyen, on se rend pas compte. On s'est habitué au progrès. Complètement. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, alors que le progrès ne fait qu'accélérer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de rupture majeure sur la production d'énergie, évidemment sur tout ce qui est numérique avec l'intelligence artificielle. Enfin, dans plein de domaines, il y a des grosses ruptures dans la santé aussi. Ces ruptures, aujourd'hui, elles demandent des investissements, elles demandent des fléchages. Et attention, parce que l'histoire est faite de Kodak. C'est-à-dire que c'est une réalité. C'est pas parce qu'on est numéro 1 à une époque qu'on est numéro 1 sur la phase suivante. Kodak, Nokia, on a beaucoup d'exemples. Voilà. Et là-dessus, en Europe, où il y a des magnifiques entreprises qui ont été ou qui sont encore leaders dans leur domaine, tant dans la maîtrise technologique que presque la portée de la marque au plan mondial, ce n'est pas une garantie dans un monde de rupture. Et ça, l'Europe aujourd'hui manque très clairement. On va évidemment renvoyer vers le rapport de Draghi et ainsi de suite, mais ça manque clairement d'énergie au sens où il n'y a pas de vitalité en termes d'investissement.